Jolie évocation de Nancy, en effet, par Stéphane. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Merci d'être ce matin sur LCI. Vous êtes eurodéputée LR. Vous aviez soutenu Michel Barnier pendant la primaire. Vous êtes désormais conseillère politique de Valérie Pécresse. Est-ce que sa campagne est dans un faux plat? C'est ce qu'on a beaucoup lu. On va y venir, évidemment. On attend votre avis. Après 5 heures de discussion, c'est long, Emmanuel Macron a obtenu de Vladimir Poutine à Moscou la promesse d'être prêt à des compromis. Poutine, l'inflexible, prêt à des compromis. Est-ce que c'est une avancée? L'avancée, c'est déjà qu'Emmanuel Macron ait décidé d'aller à Moscou. Moi, je l'ai réclamé depuis plusieurs jours. Je trouve que la situation avec la Russie mérite une attention beaucoup plus développée et beaucoup plus puissante que ce que nous avons eu au cours de ce quinquennat. Donc le fait que le président français qui exerce la présidence française de l'Union européenne ait enfin décidé d'y aller, tel que l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, en 2008, lorsqu'il y avait eu la crise géorgienne, c'est bien, c'est déjà un premier pas. C'est un peu tard? C'est toujours un peu tard avec Emmanuel Macron. J'espère qu'il aura de meilleurs résultats de ce qu'il avait obtenu lorsqu'il est allé au Liban. C'est d'autres circonstances, c'est aussi une implication et c'est peu de résultats au final. Donc là, j'espère que ça se passe à la frontière de l'Union européenne et donc nous avons besoin d'une désescalade. Les mots d'ailleurs assez agressifs qui avaient été tenus par Emmanuel Macron quelques jours avant d'y aller, je trouve que le fait de se rendre sur place est beaucoup plus efficace qu'une communication téléphonique. La preuve, c'est qu'une communication téléphonique, à mon avis, vous tenez pas 5 heures. Parce que là, à mon avis, beaucoup de choses ont été mises sur la table. C'est une discussion difficile. Mais je me rappelle aussi à l'époque, lorsque nous étions au pouvoir, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient refusé clairement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. En estimant que c'était une provocation à l'égard de la Russie. Je crois que là, il devrait y avoir un message clair aussi, de dire non, ça n'est pas possible d'entrer maintenant pour l'Ukraine dans l'OTAN. Et je pense que ça contribuerait largement à la désescalade. Donc il faudrait encore hausser le ton face à Vladimir Poutine? Je pense qu'il faudrait dire aux États-Unis qui réclament vraiment, qui incitent à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, de dire que le temps n'est pas venu. C'est plutôt l'apaisement qui est recherché, hein. C'est plutôt la désescalade. Oui, mais la désescalade, elle passe aussi par rassurer Vladimir Poutine en disant que pour l'instant, l'OTAN ne va pas s'installer jusqu'à sa frontière, parce que vous savez que l'article 5 de la charte de l'OTAN fait que l'ensemble des pays membres doivent défendre un pays qui serait menacé. Donc on voit bien que pour arriver à cette désescalade, dont je rappelez-vous, parce que dès 2014, ont été mis en place des sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Oui. Et j'en avais discuté d'ailleurs personnellement avec Emmanuel Macron à 2 reprises. Et c'est pour ça qu'il faut céder? Les sujets de contentieux sont quand même très nombreux face à Vladimir Poutine. Rappelez-vous, par exemple, l'emprisonnement de Navalny, l'envoi de mercenaires russes, du qu'il a démenti en Centrafrique, qu'il a démenti publiquement, vous l'avez vu, lors de cette conférence de presse. Et puis maintenant, cette menace d'opération militaire en Ukraine, ça n'incite pas à avoir un ton plus complaisant à l'égard de pendant Vladimir des Poutine. années, je considère que les relations de l'Union européenne avec la Russie n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Je rappelle que la Russie est en Europe et que c'est un partenaire. La Russie est un partenaire. Et donc, depuis des années, moi, personnellement, au Parlement européen, je vote contre toutes les résolutions qui sont de manière très agressive contre la Russie. Vous savez, il y a des pays... Il faut lever les sanctions. Ah, moi, je suis pour la levée. Pécresse. Ah, mais moi, depuis des années... Vous levez immédiatement depuis des sanctions à l'égard de la Russie, je pense qu'il faut repenser complètement nos relations avec la Russie. Est-ce qu'on a envie que la Russie aille dans les bras de la Chine alors qu'elle est sur le continent européen? Moi, je dis que nous avons perdu des années de nos relations à construire avec la Russie, qui doit être un partenaire. Et donc, je considère que les sanctions ont été un échec. Un partenaire qui ne ménage pas l'Europe. Donc, si vous voulez, et l'Europe qui ne ménage pas la Russie, excusez-moi, mais c'est réciproque. Et donc, je considère que le président français, Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait des relations plus apaisées, mais fermes aussi avec la Russie, ce qui fait qu'on a réussi à atteindre un cessez-le-feu avec la Géorgie. Et là, 5 heures de discussion, Emmanuel Macron n'a pas trouvé le bon équilibre.
C'est ce que vous nous dites. Ah, je dis que pendant des années, d'ailleurs, quand j'avais discuté avec lui de ces sanctions sur la Russie, la première fois que j'en ai parlé avec lui, il était ministre de l'économie et des finances. On s'est croisés au salon de l'agriculture et ces sanctions avaient des répercussions majeures sur nos producteurs. Et il en avait convenu d'ailleurs. Donc j'aurais aimé que concrètement, on arrive à un autre dispositif que des sanctions qui n'ont servi à rien. Alors, Valérie Pécresse, la politique internationale, c'est un niveau élevé quand même de débat et d'information. À ce titre, quand Valérie Pécresse se prend les pieds dans le tapis sur le nombre de migrants qui entrent en Europe, quand elle a dit dimanche soir sur France 5 qu'il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passent pas par les points de passage autorisés chaque année, je crois que c'est de l'ordre de pas loin de 40 millions de migrants. Oui, elle a donné des bâtons pour se faire battre. Immédiatement, le ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune, l'a reprise de volée en disant c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est une bourde, ça? C'est comme vous pouvez en faire une erreur dans une phrase de chiffres. Vous savez, tout le monde peut en faire. Quand on est candidat à la présidentielle, vous savez, c'est pas... Non mais on peut faire une erreur de chiffres et on peut faire une erreur aussi politique, comme quand on est président de la République en exercice et quand on dit, pour faire plaisir à un journaliste, que si ça vous fait plaisir, oui, je peux vous dire qu'il existe des violences policières. Oui. Une erreur de chiffre face à des actes politiques, c'est quand même autre chose dès lors que vous reconnaissez que vous avez pu faire une erreur de chiffre et confondre ceux qui entrent à l'intérieur de l'espace Schengen. Péché véniel pour vous. Faute... Vraiment pas grave. Une erreur de chiffre reconnue d'ailleurs par son porte-parole. Donc après la phrase sur l'ambassadeur du Mali qui devait être expulsé manu militari, disait-elle, et en fait qui n'existe pas puisqu'il n'est plus là depuis 2 ans, tout ça ne brouille pas un peu l'image de compétence qui est associée à celle de Valérie Pécresse? C'est vrai. Oui, justement, je considère que, voyez-vous, il y a un chargé d'affaires, donc le chargé d'affaires qui est à l'ambassade, qui n'a pas le rang d'ambassadeur, mais qui reste un interlocuteur. Si vous voulez faire un collier de perles des bourdes, je voudrais que vous en fassiez un aussi pour Emmanuel Macron, président en exercice. Entre la colonisation est un crime contre l'humanité lorsqu'il parle de l'Algérie, on peut aligner vraiment... Ce ne sont pas des bourdes. Ah non, c'est plus que des bourdes. Là, c'est des fautes politiques majeures. Donc après, elle qui n'est pas au gouvernement, qui n'a pas toutes les données qu'on pourrait avoir, nous avons été au gouvernement, on sait la différence. Lorsque vous êtes au gouvernement, quand vous avez accès à tous les dossiers, que lorsque vous êtes candidat et que vous faites une analyse. C'est une erreur quand même de... Non, franchement, si c'est ça une erreur. D'ailleurs, Madame Martichoux, je vous ferai remarquer que quand vous regardez les sondages, il y en a un qui est intéressant, qui est le sondage qualitatif des personnalités qui sont candidats à cette élection présidentielle. Et quand vous regardez notamment par rapport aux candidats face à Emmanuel Macron, celle qui relève de plus de compétences, c'est notamment Valérie Pécresse. Proposer des solutions concrètes aux Français est une bonne chose, mais une campagne, ça n'est pas que cela. Je ne suis pas la seule à le penser et à le lui dire. Il faut ouvrir une seconde étape. Dans cette campagne, ça s'est signé Rachida Dati, la semaine dernière, dans le Figaro. Ce qu'elle dit, Rachida Dati, c'est une voix qui porte, comme la vôtre, vous le savez, dans votre famille, c'est qu'il ne suffit pas, justement, d'avoir la compétence de pouvoir aligner des solutions techniques. Il faut plus que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Je pense que, vous savez, c'est une campagne dans des circonstances particulières. On est dans une crise sanitaire, les meetings ne sont pas faits de la même manière, la mobilisation n'est pas la même, même si je vois que dans nos fédérations, ça se bouge beaucoup. Ça se bouge pour aller tracter, pour aller coller, pour venir au meeting, d'ailleurs, du 13 février. Et c'est vrai, mais il faut que Valérie Pécresse fende l'armure. C'est une femme compétente. Alors ça, c'est un peu une tarte à la crème, fendre l'armure. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut, par exemple, Nadine Morano, est-ce qu'il faut par exemple qu'elle fasse comme Marine Le Pen il y a quelques jours à Reims, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux militants et qu'elle parle d'elle de façon très personnelle? Vous lui dites, fais ça Valérie? Non, je pense pas que c'est pas ça que les Français. Non, mais les Français, je vais vous dire, non, fendre l'armure pour moi, c'est devenir un chef de guerre. Vous voyez, comme l'était Nicolas Sarkozy, où on a envie de partir derrière. Et Valérie, c'est une femme compétente, c'est une femme qui a des relations humaines, contrairement à l'image que je vois. Et pourtant, c'est pas la meilleure de mes amies, comme vous le savez. On a eu des conflits quand elle est partie, quand elle a quitté notre famille politique. Je le lui ai reproché. Elle est revenue, je m'en suis réjouie. Et donc, je connais ses compétences. J'ai été avec elle au gouvernement. C'est une femme qui a gagné par 2 fois une région compliquée.
choqué, l'Île-de-France. Donc, je pense que l'enjeu, c'est de la faire qualifier pour ce deuxième tour. Si elle est qualifiée, elle gagnera cette élection présidentielle. Oui, mais comme j'en suis persuadée. L'enjeu. Donc, vous dites qu'il faut absolument qu'elle fende l'armure. Et Rachida Dati, je ne suis pas la seule à le penser le 13 février, et à le lui dire. Le 13 février, ce grand meeting de Paris, le 13 février. Je pense que ça sera une impulsion majeure. Je pense que ça sera l'étape encore plus puissante de cette mobilisation. Ce sera son premier grand meeting à Paris et son discours politique doit être fort, ferme, entraînant. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse de plus qu'elle n'a pas encore fait ? Non, mais vous savez, elle travaille beaucoup. Il n'y a pas qu'elle dans cette aventure. Il y a aussi tous ceux qui font partie de son équipe. Tout le monde prend sa part mais je vous demande, à une campagne. Le 13, vous mettez la barre très haut. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle donne de plus ? Ce qu'elle donne de plus, ça va être... c'est quelqu'un qui est plutôt pas réservé, mais qui est très bonne en plateau télé. Elle le sait, qui est moins à l'aise lorsqu'elle fait des meetings. Là, je pense qu'elle va tout donner, et je pense que c'est ça. On va voir une nouvelle Valérie Pécresse. Pécresse. Moi, j'ai pas envie, si vous voulez, qu'elle fasse une litanie sur sa propre vie. Je pense que les gens n'attendent pas ça. Ce que les gens attendent, c'est qu'on leur parle d'eux et de leurs difficultés quand ils vivent en milieu rural et qu'ils vont faire le plein pour travailler le matin et que leur facture d'énergie augmente au quotidien. C'est ça, non ? Et comment gagner plus les augmentations qu'elle compte faire pour que le salaire net s'approche plus du salaire brut, cette augmentation de 3% et de 10% à terme au cours du quinquennat. Il faut qu'elle arrive à prouver aux Français qu'elle a un lien avec eux particulier. C'est ça que vous attendez. Vous savez, et c'est ça qu'attendent. Madame Martichoux, ça vous a pas échappé qu'elle a réussi à le faire à 2 reprises dans la région Île-de-France. C'est pas une région facile. Elle l'a conquise, cette région. Donc elle a réussi à avoir ce lien avec les Franciliens. Pourquoi ne le ferait-elle pas avec l'ensemble des Français ? C'est notre candidate. C'est notre candidate. Elle est de notre famille politique. Elle dit mes convictions, c'était sur LCI, dans l'émission Mission Convaincre, mes convictions évoluent avec celles de la société. C'est ce qu'elle a dit, en répondant à une question sur le mariage pour tous. Est-ce que c'est une chose à dire quand on est candidate et avec des électeurs potentiels qui s'interrogent, est-ce qu'elle a des convictions, Valérie Pécresse ? Est-ce qu'elle a eu raison de dire ça ? Est-ce que sur les sujets de société, est-ce que chacun n'est pas mis face à une évolution de la société, une évolution des mœurs Donc il faut se rendre à l'avis majoritaire. C'est pas une question d'avis majoritaire, c'est une question qu'on peut aussi s'interpeller, se poser des questions. Vous savez, on a eu le débat sur la fin de vie. Beaucoup ont bougé au cours de ces débats sur la fin de vie, sur leurs propres convictions personnelles au cours du débat. Donc, qu'elle évolue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle évolue surtout sur les questions immigration, sécurité, et que lorsque je l'entends prononcer le mot « il y a des zones de non-France » tel que je le disais il y a plusieurs années dans le Figaro, je suis ravie parce que c'est une prise de conscience et c'est notre ligne directrice, c'est notre corpus idéologique commun. Il faut se battre contre l'islamisme radical, il faut se battre contre ces zones de non-France, et quand je l'entends prononcer tel qu'on le disait avec Laurent Wauquiez, il faut que la France reste la France, et oui, je suis remplie de joie, voyez-vous, je me dis que notre famille politique s'est ressoudée tous autour d'un vrai corpus idéologique. Ressortir le Karcher de Nicolas Sarkozy, vous faites partie de ceux qui disent que c'était une bonne idée ou c'était pas indispensable ? Non, je pense que citer ça pour le coup, je pense que c'est pas utile. D'abord, voilà, on est dans une nouvelle étape. La sécurité, redonner de l'ordre et de la sécurité, les moyens à nos forces de sécurité, renforcer la justice telle qu'elle veut le faire appliquer les peines courtes qui ont été prononcées et les faire de manière immédiate. Ça, c'est des vrais réponses. Et vous dites qu'il y aura un avant et un après 13 février pour la campagne de Valérie Pécresse. Oui. Vous mettez la barre très haut, très très grosse pression. Vous avez évolué, vous, sur Éric Zemmour, non ? Parce que vous disiez cet automne, il ne perturbe pas la campagne présidentielle de la droite. Au contraire, il contribue au débat public. C'est mon ami, il est empreint de sincérité. Vous ne retirez rien. Ah non, ça reste mon ami, je vous le confirme. Ouais. Je considère qu'il a une vraie sincérité, je vous le confirme. Qu'il ait eu le courage de mettre des débats sur la table et qu'il ait fait évoluer le débat politique sur certains sujets, je vous le confirme. Après, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Et je considère qu'il a des propositions qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Par exemple ? Et qui sont des propositions faciles, voire souvent démagogiques. Je vous en prends une, par exemple, qui m'a choquée, c'est sur l'école.
lorsqu'il dit qu'il faut remettre à l'école primaire l'enseignement du français, la priorité des priorités. Je suis totalement d'accord. Mais quand il dit qu'il répond à la question sur les langues étrangères, et quand il dit non, le français au primaire, non, je suis totalement en désaccord. Parce que l'enseignement de langue étrangère en primaire. L'enseignement des langues étrangères, c'est le plus discriminant dans les familles, en fait. Est-ce qu'on va réserver l'enseignement des langues étrangères Si c'est le seul désaccord que vous avez avec lui, ça peut peut-être se régler. Hein. Oui, mais c'est un désaccord que j'ai. Si, sur la sécurité routière, par exemple. Le permis. Sur la sécurité routière, le permis à points, évidemment, hein, ça fait plaisir à tout le monde. Même moi qui ai fait 2 stages de récupération de points, je peux vous dire que ça m'a vraiment... Voilà, je pense qu'il faut sans doute réadapter un système qui soit un peu plus performant sur ce sujet. Mais quand il a dit je mettrai des amendes, il faut savoir que dans les autres pays européens où il n'y a pas de permis à points, les amendes sont beaucoup plus élevées. Et puis il y a aussi privatiser France Inter et France Télévisions. Le nombre de morts qu'on a eu sur les routes, qui a maintenant baissé. Et quand vous voyez le centre de Berck, vous savez, dans le nord de l'Europe, dans le nord de la France, pardon, qui fait que... Pour les grands handicapés après des accidents de la route. Qui a largement baissé parce que nous avons moins de personnes qui se retrouvent polyhandicapées ou qui ont besoin d'être... Le vrai sujet, il est là. Comment on a moins de morts sur les routes. Et la politique coercitive de Jacques Chirac, à l'époque, avait fait considérablement baisser le nombre de morts sur les routes. Je vous l'accorde. Privatiser France Inter et France Télévisions, comme le demandent Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alors, France Inter, je l'ai écouté hier, il a tellement raison sur ce qu'il dit sur France Inter, excusez-moi, c'est une radio de gauche, subventionnée par nos impôts, avec une ligne éditoriale et humoristique fracassante contre toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux. Il y a tous les amis qui s'expriment sur France Inter. Ah oui, mais moi, je vais vous dire, j'ai mis les pieds une fois à France Inter à la matinale, j'étais au gouvernement, ils m'ont plus jamais réinvité. Je ne corresponds pas à leur ligne politique. Vous êtes frustré alors? Non, je ne suis pas frustrée. Ah non, mais je ne suis pas frustrée. Je constate que lorsque j'écoute en revanche les humoristes, là, j'en prends plein la tête, hein, vous inquiétez pas, ça va bien. Mais pour la possibilité d'avoir une expression politique, ils font des choix éditoriaux. Je n'en suis pas, tant pis. Je constate que quand on les écoute sur leur ligne éditoriale, d'ailleurs, ils ont été un peu tétanisés par rapport à ce que leur a mis Éric Zemmour face à eux, c'est-à-dire par rapport à leur ligne politique qui est de gauche. Mais il suffit de les écouter pour voir. Tétanisés, ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas... J'ai pas trouvé leur réponse J'ai pas trouvé leur réponse très éloquente. Voyez-vous, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On a le droit de le penser. Ouais. Bon, c'est une chaîne publique financée avec les impôts des Français. Est-ce que vous toucherez à ça? La pluralité. Après, vous pouvez critiquer, à la limite, c'est votre droit le plus strict. Lui, non, mais moi, je suis attachée au service public. Voilà, vous êtes attachée. Je suis attachée au service public. Pas question de toucher un cheveu du service public. Ah, si, toucher un cheveu, si. Alors là, je tricherais plus qu'un cheveu, parce que franchement, sur la gouvernance, je pense qu'il y a beaucoup à revoir sur cette gouvernance. Et que vous parlez de pluralité, moi, je la retrouve pas beaucoup. Voilà. Donc, vous imposerez. Dans les grilles du service public. La pluralité. C'est le je RTF, trouve que l'exercice de la pluralité. C'est le RTF, hein. Non, mais je trouve que non, moi, ce que je veux, la pluralité. Vous voyez, souvent, on passe son temps à critiquer CNews, là, les observateurs. Ben, moi, je trouve qu'il y a une vraie pluralité sur CNews, vous voyez. Pourtant, c'est une chaîne privée. Gabriel Attal, elle est loyale et courageuse, ça force l'admiration. Il parlait de vous. Je la trouve sympa, on se marre bien, vous voyez. Elle a du recul sur elle-même, c'est-à-dire... Vous avez du recul sur vous-même. Est-ce que ce que vous pensiez sur Éric Zemmour, par exemple, vous changez rien alors qu'il est en train de prendre beaucoup d'espace politique à Valérie Pécresse et éventuellement de l'empêcher. Moi, mon choix, c'est Valérie Pécresse, je le dis. Mais je pense qu'au deuxième tour, il faudra réfléchir parce que l'électorat d'Éric Zemmour, que je ne considère pas d'extrême droite, que les choses soient très claires, l'électorat d'Éric Zemmour... lorsqu'il faudra choisir au deuxième tour, je préfère qu'il choisisse Valérie Pécresse que Emmanuel Macron ou l'abstention. Et comment vous faites? D'abord, moi je considère que le respect démocratique et le respect aussi des électeurs, c'est important. Je ne considère pas que les électeurs doivent être mis dans un camp d'extrémisme, mais même d'ailleurs les électeurs de Marine Le Pen. Mais si, mais non, les électeurs de Marine Le Pen. Il y a une cellule riposte maintenant qui s'est mise en place à LR pour ne plus rien laisser passer chez Éric Zemmour. Vous dites attention, il faut mettre la pédale douce. Ne pas l'attaquer matin, midi et soir. Ils ont raison. Il faut l'attaquer sur ses propositions. Il faut marquer le différentiel de ce que nous représentons. Marquer le différentiel aussi entre la préparation qu'a Valérie Pécresse, qui, elle, a été ministre, parlementaire,
parlementaire, présidente de région, qui a tenu des permanences parlementaires, qui connaît les Français. Et donc, cette compétence qui est la sienne, c'est la différence déjà avec Éric Zemmour, qui est, elle, prête à exercer le pouvoir. Vous dites qu'il faut absolument qu'on compte sur cet électorat pour le deuxième tour. Comment vous le ménagez? D'abord en respectant tout. Mais moi, je respecte. Non, mais attendez, Madame Martichoux. Quand vous regardez en 2017, il y a un sondage très intéressant qui était sorti dans le JDD qui démontrait que les électeurs de Marine Le Pen votaient pour Marine Le Pen pour des priorités bien spécifiques, la lutte contre l'immigration illégale et la lutte contre l'islam radical. Pas pour son programme économique. Si chez nous, chez les Républicains, nous démontrons que sur ces sujets, nous sommes en pole position, nous avons des propositions fortes, nous ramènerons, moi mon objectif c'est de ramener chez nous des par le électeurs programme, partis par un programme très ferme et sur l'islamisme. Macron-Zemmour, qu'est-ce que vous faites au deuxième tour? Macron-Zemmour, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi vous me posez cette question? Parce qu'elle peut se poser. C'est vous qui pensez qu'elle peut se poser. Moi, je considère. Si elle se pose. Ne fuyez pas, vous n'êtes pas du genre à fuir. Mais je fais pas, Madame Martichoux. Un duel Macron-Zemmour. Quelqu'un qui, quand il va commencer une compétition, vous dire ça va être mon adversaire qui va gagner, c'est ridicule. Sous Jacques Chirac, la question ne se poserait même pas. La réponse fuserait de la part du camp des Républicains. Vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous dites ça? Vous considérez que Zemmour, c'est pareil que Madame Le Pen? Parce que Jacques Chirac a toujours mis une digue entre vous et l'extrême droite. Donc vous considérez qu'Éric Zemmour est d'extrême droite? Et pas vous. Moi, pas. Donc, vous voyez, voilà. Donc la question ne se pose pas. Mais moi, la seule question qui se pose pour moi, c'est de faire gagner Valérie Pécresse. Et qu'ensuite, l'électorat d'Éric Zemmour, comme tous les électeurs qui se posent des questions pour vraiment battre Emmanuel Macron, la seule qui peut le battre aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse. Et vous ne répondez pas à la question, que feriez-vous en cas de duel? Non, mais pourquoi vous ne dites pas, vous avez déjà perdu? Donc positionnez-vous, vous avez déjà perdu. Moi, je considère qu'on va gagner. Donc je ne vais pas répondre à cette question qui est aussi une question sur les valeurs et sur les principes. Mais moi, la question, c'est que vous pensez qu'on ne peut pas gagner. Donc moi, je considère que nous pouvons gagner. Donc je ne vois pas pourquoi vous me posez une hypothèse qui, pour moi, n'est pas réalisable. Merci Nadine Morano. Merci Madame Martichoux. D'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.